à ceux-là de dire, voici le problème, pourquoi est-ce que nous nous plaignons? Ils n'ont pas dit. Si vous entendez maintenant CNC ou des gens qui veulent la sécession, je peux vous dire à la vérité que c'est nous qui les poussons aux extrêmes. Et à la limite, ils font du chantage pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur leurs problèmes. Donnons-leur l'occasion de nous parler à l'ensemble de la communauté nationale. Au lieu de dire, oui, mais on a nommé des anglophones, ils sont premiers. Mais ce n'est pas ça le problème. Donc, pourquoi je fais, j'allais dire, une ouverture sur ce problème, c'est pour dire qu'il y a un problème de vivre ensemble. Il y a un vrai problème de vivre ensemble au Cameroun. Ne nous voilons pas la face. Ne continuons pas à dire qu'il n'y a pas de problème. Ce qui arrive aux autres peut nous arriver. C'est-à-dire qu'un jour, les gens en soient amenés à prendre des armes pour dire nous en avons assez. Et ça, nous n'avons pas besoin. Je suis le plus farouchement opposé au mouvement sécessionniste. Je l'ai dit clairement. Je ne composerai jamais avec eux. Mais en même temps, n'empêchons pas les gens de dire là où ils ont mal. De dire ce qui leur fait mal. Ils ont des arguments qu'on peut contrer. Ils ont des arguments qui ne tiennent pas toujours. Mais écoutons-les. Parce que j'ai dit des arguments parce que certains se fondent sur des questions constitutionnelles et tout. On peut en débattre. Mais au-delà des questions purement constitutionnelles et politiques, il y a la perception, la façon dont ils voient leur insertion dans la société camerounaise. Donc, il faut que nous fassions attention à cela. Je ne vais pas rentrer dans le détail, dans les questions tout à l'heure, si besoin est, j'y reviendrai. Donc, le vivre ensemble, c'est cela. Le vivre ensemble, c'est de construire un nouveau cadre institutionnel, un nouveau cadre constitutionnel qui tienne en compte, qui prenne en compte en réalité la situation du Cameroun d'aujourd'hui que nous voulons construire comme une nation unie et qui ne crée pas des clivages et des divisions inutiles en catégorisant. Donc il y a cela à faire. Nous l'avons expliqué dans le programme. Et nous mettons au centre de notre pacte républicain la citoyenneté. C'est-à-dire qu'un Camerounais est d'abord un citoyen. Ce qui nous lie tous ici et au pays, c'est la citoyenneté. Parce que la citoyenneté est au-delà du facteur ethnique. Nous sommes tous des citoyens, quel que soit notre ethnie. Et donc, il faut mettre l'accent. Un citoyen est un être juridique, c'est un être qui a des droits. Nous nous exprimons, par exemple, en matière, à l'occasion des élections, en tant que citoyen, ce n'est pas en tant que X venant de telle région ou de telle ethnie. Donc, il faut respecter les valeurs républicaines et les valeurs de citoyenneté. Le deuxième pacte sur lequel nous insistons, qui est le deuxième pilier, c'est ce que nous appelons le pacte éducatif et productif. En réalité, nous mettons les deux ensemble. C'est au cœur, c'est crucial. On ne met pas les deux ensemble, pardon. Le pacte éducatif et le pacte est jeune. Le pacte éducatif est jeune, parce que après le pacte productif, c'est le troisième pilier. Le pacte éducatif est jeune. Pourquoi? Parce que nous pensons que tout dans le monde actuel et dans le monde globalisé passe par l'éducation, par la formation. Et que on ne peut pas faire ce qu'on n'a pas appris. On ne peut pas faire correctement ce qu'on n'a pas appris. Or, notre système, jusqu'à présent, fait croire aux gens qu'ils peuvent faire ce qu'ils n'ont pas appris. C'est-à-dire que je peux me laisser lever un jour et créer un garage et me débrouiller aussi pour réparer le véhicule. En observant pendant longtemps, je peux aussi faire la plomberie, parce que n'est-ce pas, on utilise seulement voilà. Nous pensons donc qu'il faut sortir de là. Et que le système éducatif qui a cours dans notre pays aujourd'hui a servi, mais il est désormais obsolète. Ce système éducatif avait été mis en place en 1960 pour former les fonctionnaires qui devaient prendre le relais après la décolonisation, l'accession à l'indépendance. Les administrateurs européens partaient, il fallait donc former les Camerounais pour camerouniser l'administration. Et ça a bien réussi, ça a joué sa fonction. Sauf que maintenant, nous devons sortir de ce paradigme. Nous n'en sommes plus aujourd'hui à vouloir remplacer les étrangers dans notre administration. C'est de mettre en place, de former des samouraïs du développement. Et de former des samouraïs du développement. C'est donc tout un nouveau système éducatif qu'il faut mettre en place.
Et je pense, je ne le dis pas parce que je suis en Allemagne, et je pense que nous avons, de ce point de vue, énormément de choses à apprendre du système allemand. De formation professionnelle, de formation en apprentissage, de formation continue juste toute la vie. Jusqu'à ce qu'on arrête de travailler, on doit se former. Et c'est ce que j'expliquais à nos compatriotes, qu'une des difficultés aujourd'hui à combattre le chômage, c'est que nous prenons par le mauvais bout. Ce n'est pas en créant 25 000 emplois dans l'administration que vous résolvez le chômage de 2 millions de jeunes. Et de toute façon, vous allez prendre comme ça combien de fois? Parce que vous créez des charges incompressibles à la charge d'État. L'État ne peut pas continuer à payer. Vous vous souvenez qu'on a diminué les salaires en 1990 parce qu'il y avait trop de fonctionnaires. On ne peut donc plus continuer cette course à recruter. Ce n'est pas l'administration qui crée l'emploi, c'est le secteur privé. Ce sont les initiatives privées. C'est quand je crée mon petit business et je peux recruter une personne ou deux. Là, je réduis le chômage. Et donc, pour atteindre l'efficacité dans la productivité de l'entreprise, de ma petite entreprise, il faut donc que le monsieur que je recrute, la dame que je recrute, soit formé pour être performant. Pour que je tienne mon carnet de commandes en date. Et pour que justement, le client étant satisfait, revienne vers moi. Etc., etc. Mais comment le faire? Et je disais, vous voyez, notre université, notre système universitaire, quand moi j'étais à l'université, quand on sortait de l'université, l'université ne pouvait pas produire par année plus de 1000 ou 2000 personnes de diplômés. Et si vous réunissez toutes les filières, vous ne pouvez pas produire plus de 3 à 4 000, 5 000 par an. Maintenant, l'université génère chaque année peut-être 100 000 personnes diplômées. Mais qu'est-ce qu'ils font? Vous les retrouvez sur les bains cyclistes. Vous les retrouvez en train de vendre un pied de chaussure toute la journée. Ils se baladent dans tous les quartiers de Yaoundé et de Douala avec un pied de chaussure en main. C'est une bombe à retardement pour notre pays. Et nous disons pourquoi. Parce que si le système que nous souhaitons mettre en place demain était là, cela veut dire que l'enfant qui sort avec une formation inadaptée par rapport au marché de l'emploi, on lui permettrait de changer de couloir. En créant un pont entre sa formation initiale et le nouveau couloir, qui est quoi? Et ce pont, c'est la formation. C'est-à-dire que j'ai un diplôme, j'ai une maîtrise de droit. Vous savez, à l'heure actuelle, il y a 8 universités d'État, il y a 7 facultés de droit. Et moi, quand j'étais doyen, quand j'ai quitté la faculté, j'avais 12 000 étudiants en droit. Je ne dis pas droit et sciences économiques, en droit. Qu'est-ce que le Cameroun peut faire de 10 000 juristes chaque année? Qu'est-ce que le Cameroun peut faire avec 10 000 juristes? C'est impossible. J'ai discuté avec, à ce moment-là, le doyen d'un de mes copains de la faculté de droit de Londres, London School. Il me dit, mais vous avez combien d'étudiants? Je dis 12 000. Avec le pardon, c'est 12 000. Et chez nous, c'est 400. 400. London Law School. 400. Parce que nous disons que dedans, il peut y avoir tant d'avocats, tant de magistrats et quelques-uns qui peuvent être des conseillers juridiques. Full stop. Vous voyez donc la formation est inadéquate. Et je dis donc, si vous avez un jeune qui sort de cette filière, 99% d'entre eux ne trouveront pas d'emploi. Il ne suffit pas de dire on a multiplié les filières professionnelles. La professionnalisation au Cameroun, c'est la multiplication des filières. Pour faire quoi? Vous dites aux étudiants, à des jeunes, on a ouvert une filière de contentieux international. Le Cameroun a quel volume de contentieux international? Même les quelques rares qui sont là ne trouvent pas du travail. Et chaque année, vous sortez des spécialistes du contentieux international. Et donc, pour changer de couloir à ces jeunes, vous lui dites, ok, vous avez votre licence en droit, mais vous ne pouvez pas trouver d'emploi. Cependant, on a besoin de chefs chantier, on a besoin de magasiniers, de plombiers, pour changer de couloir. Comme il a la capacité, parce qu'il a quand même fait des études supérieures à vite assimiler, à comprendre, il n'a pas besoin de repasser 1 an ou 2 ans ou 3 ans, comme celui qui cherchait le CAP. Vous allez mettre en place un programme de formation de 12 mois, de 6 mois, dépendamment de la filière, et il sera à la hauteur de la taille. Donc il change de couloir et il va trouver un emploi. Et vous faites cela en liaison avec le secteur privé. Parce que ce n'est pas vous, État, qui mettez en place ces couloirs de formation qui allez l'employer. Vous le faites avec le secteur privé. Et c'est pour cela que nous disions, quand vous ouvrez une filière de formation professionnelle, il faut avoir travaillé avec le secteur privé parce que vous devez avoir des prévisions d'investissement. Vous devez avoir un tableau complet des domaines dans lesquels les gens ont investi pour savoir
à quelle maturité votre produit trouvera un emploi. C'est-à-dire que si, dans 3 ans, les gens disent qu'ils vont lancer une usine de production des engrais et qu'ils ont besoin d'ingénieurs chimiques dans cette filière, c'est à ce moment-là, 4 ou 5 ans plus tôt, que je dois ouvrir ma filière parce que je sais que lorsqu'ils arriveront sur le marché, il y aura l'emploi. Donc, tout cela se planifie, s'organise, etc. Ça, c'est juste pour donner un aperçu. Et notre idée, c'est de réformer le système éducatif camerounais depuis la base. Ce n'est pas du tout. J'ai pris l'enseignement supérieur, c'est depuis l'école primaire. Il faut changer le système camerounais. Et nous le faisons parce que nous n'inventons rien. J'ai observé ce que les Sud-Coréens, tout le monde dit au Cameroun, oui, en 1960, la Corée du Sud était au même niveau que nous. Et alors? Est-ce que vous avez fait les 1% de ce que les Sud-Coréens ont fait pour dire que vous devriez être au même niveau qu'aujourd'hui? Nous, on n'a pas fait le 1% de ce qu'ils ont fait. Donc, il faut donc changer totalement le système éducatif et à partir du primaire pour familiariser nos enfants avec les filières scientifiques et techniques, qu'ils soient habitués à jouer au puzzle, comment on monte un tracteur pour jouer, ils se familiarisent dès ce niveau-là. Pour être en contact avec le computer science. Je vois, dans les années 70, le Cameroun avait les premiers ingénieurs informatiques en Afrique subsaharienne, les tout premiers ingénieurs informatiques. Il n'y en avait pas au Sénégal, il n'y en avait pas en Côte d'Ivoire, c'est les Camerounais. Aujourd'hui, ceux qui inventent le plus dans le domaine informatique, c'est des pays dont on ne parlait pas à l'époque, le Kenya. Le M-Pesa que nous utilisons au Cameroun pour le transfert d'argent partout, c'est les Kenyans. Et pourquoi? Seulement parce qu'on a créé l'environnement. On n'a rien fait d'autre. Moi Kibaki a fait quoi? En 10 ans, il est resté 10 ans. Mais il a libéralisé, il a créé ce que tout le monde fait, parce que là non plus, il n'a pas inventé la roue. Il a créé seulement les cadres pour dire, voilà, si les jeunes Kenyans sont intéressés par l'informatique, je commence d'abord à leur faire des lieux, c'est-à-dire des bureaux, où il y a la connexion à haut débit, où ils ne payent pas un centime, où ils n'ont pas de loyer à payer, où ils peuvent faire les connexions à terre. Donc tout ce qu'ils ont à faire, c'est de faire travailler leur ménage pour créer des produits. Et ensuite, on crée des lieux où ils peuvent avoir la rencontre avec des investisseurs, ce qu'ils font chaque année, puisque vous avez des Sud-Africains, des Mauriciens et tout ça, qui viennent chaque année, ils ont une réunion annuelle à Nairobi pour financer les startups. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. Donc voilà le genre de système qu'il faut que nous mettions en place. Mais je ne m'étendrai pas davantage, mais c'est la précondition pour faire face au problème du chômage des jeunes. Si nous ne revoyons pas ça de fond en compte, on ne pourra pas. On ne peut pas, je vois ici, je parle sous votre contrôle, un vendeur ou une vendeuse dans un supermarché apprend à vendre. Au Cameroun, nous croyons qu'on peut se lever et vendre seulement. Vendre. Mais non, tout s'apprend. Il faut donc maintenant mettre des formations à tous les niveaux. Ça peut être une formation d'une semaine, mais c'est toujours une formation. Donc, ça permet justement d'accroître l'efficacité et le rendement. Le troisième pilier, c'est ce que nous avons appelé le pacte productif. Et qui est articulé à ce deuxième pilier, parce que c'est la formation qui va booster effectivement la production. C'est-à-dire qu'il faut que nos entreprises, et là je suis en plein cœur de ce que la diaspora africaine, la diaspora essaye de faire depuis ce matin la conférence, de voir comment vous, la diaspora, vous allez être un maillon central. J'ai mis ça, c'est le 5e pilier, mais d'ores et déjà, ici je peux en parler. Parce que la formation et le savoir-faire est crucial et capital dans l'amélioration du niveau des entreprises, de performance des entreprises en Afrique. Et ça se passe comment? Il n'y a pas de transfert de technologie. Personne ne peut transférer ce qui lui permet de faire la différence avec l'autre. Si la force